Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les idées vraiment profondes du roman d'Ocean Vuong, L'Empereur de la joie. Et pour ça, on va s'appuyer sur une conversation absolument marquante qu'il a eue avec Oprah. Et pour commencer, écoutez un peu la réaction d'Oprah. Elle met la barre très très haut dès le départ. Elle dit que ce livre l'a littéralement hanté, des mois après l'avoir fini. Donc on sait tout de suite qu'on n'est pas en train de parler d'un livre ordinaire. C'est une œuvre qui marque, une œuvre puissante. Et ça nous amène à la question centrale. La question qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment est-ce possible? Comment un jeune garçon, élevé par des femmes qui ne savaient ni lire ni écrire, un garçon qui a appris l'anglais dans un salon de manucure, comment devient-il un auteur acclamé, un génie MacArthur? C'est ce parcours incroyable qui défie toute logique, qui est vraiment le moteur de toute son écriture. Allez, on attaque notre premier grand thème. Langage, alphabétisation et libération. On va voir comment son éducation, qui est tout sauf banale, a complètement forgé son rapport aux mots. Alors il faut s'imaginer la scène. Le jeune Ocean Vuong, il passe ses journées dans le salon de manicure de sa mère, c'est lui qui répond au téléphone, et en fond, constamment, il y a la télé allumée sur l'émission d'Oprah. Sa voix, pour toutes ces femmes immigrées qui travaillent là, devient une sorte de médiatrice. C'est elle qui crée un espace où elles se sentent en sécurité, où elles peuvent être vulnérables. Est-ce que vous en observez? C'est un véritable effet domino. C'est fascinant. L'émission d'Oprah, en parlant de livres simplement, elle les rend moins intimidants. Du coup, les femmes dans le salon, elles commencent à oser en parler entre elles. Elles gagnent en confiance. Et petit à petit, elles développent ce que Vuong appelle une confiance digne envers l'alphabétisation. Elles se sentent enfin légitimes pour participer à la culture, ce grand véhicule qui leur paraissait inaccessible. Et justement, cette dignité qu'elle trouve au travail, ça nous amène tout droit à notre deuxième grande idée, la famille du travail. C'est un concept vraiment intéressant. Vuong nous parle d'une autre forme de famille, une famille qui n'est pas basée sur les liens du sang, mais sur le labeur, sur le travail partagé. On parle ici de la famille de circonstances. Pensez-y, ces collègues avec qui on passe 8, 10 heures par jour. On finit par connaître le son de leurs pas, leurs petits toux, des détails de leur vie qu'on ne partagerait pas forcément ailleurs. C'est une intimité profonde, mais en même temps anonyme. Et pour Vuong, c'est ça, le véritable tissu de la vie de millions de gens. Et là, Vuong met le doigt sur une contradiction énorme. D'un côté, on a le grand mythe américain, le voyage du héros. Le type qui part de rien et qui réussit, qui quitte sa petite ville pour conquérir le monde. Et de l'autre, il y a la réalité. La réalité de la plupart des gens, qui est la dignité de rester. Ces vies passées dans la même ville, avec le même travail. Des vies qui ont un sens profond, même si elles ne correspondent pas au grand récit hollywoodien. C'est à ces vies-là que Vuong veut rendre hommage. On enchaîne avec une troisième idée, et celle-ci est particulièrement forte. C'est une véritable philosophie morale. La bonté sans espoir. Alors attention, on ne parle pas ici de la charité facile, du genre je donne de mon surplus. Non, pas du tout. La bonté sans espoir, c'est donner quand ça vous coûte vraiment quelque chose. Et surtout, c'est donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Ni reconnaissance, ni même l'espoir que ça va changer radicalement la vie de l'autre. C'est un acte de générosité pure, complètement désintéressé. Et pour qu'on comprenne bien, Vuong partage une histoire qui l'a marqué à vie. Il travaillait avec un certain Ruben, et un jour, alors qu'ils sont en train de nettoyer un congélateur, Ruben lui lâche ça comme ça. J'ai 3 fils, mais je n'en aime qu'un seul. Imaginez le choc. Une confession d'une vulnérabilité totale faite à un gamin de 19 ans qu'il connaissait à peine. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi Ruben lui a dit ça à lui? Eh bien, c'est justement la force de cette famille de circonstances. Il n'y a pas d'enjeu. Vuong ne faisait pas partie de sa vie en dehors du travail. Il ne connaissait ni sa femme, ni ses enfants. Le service se termine et chacun rentre chez soi. C'est cet anonymat, cette absence de jugement, qui permet de partager des secrets qu'on ne confierait jamais à ses proches. Ok, on passe au 4e point, qui concerne le processus créatif lui-même. Pour Vuong, écrire, c'est avant tout écouter. Au début de sa carrière, Vuong avait cette image de l'écrivain qui doit remplir la page, qui doit créer du génie à partir de rien, tout seul dans sa tour d'ivoire. Mais il a vite réalisé que c'était une fausse route. En fait, pour lui, l'écriture, c'est l'inverse. Ce n'est pas créer, c'est écouter. C'est une collaboration avec le monde. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de s'ouvrir, d'être curieux, d'observer avec compassion. La technique, ça s'apprend, dit-il, mais le vrai moteur, c'est l'empathie. Et on arrive au bouquet final, le titre lui-même, L'Empereur de la joie. Ou plutôt, comme on va le voir, l'Empereur de rien. On va décortiquer ce titre qui est bien plus complexe et poétique qu'il n'y paraît. Alors, l'Empereur de la joie.
Quand on lit ça, à première vue, ça sonne plutôt bien, non? C'est majestueux, c'est positif. On s'imagine un récit triomphant, plein de bonheur. Oui, mais de quelle joie est-ce qu'on parle exactement? C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, Gladness, la joie en anglais, c'est le nom d'une ville fictive dans le roman. Une ville qui a été rayée de la carte, qui a été renommée. En gros, c'est un endroit qui n'existe plus, un lieu vide. Et là, tout bascule. Être l'empereur de la joie, ça veut dire être l'empereur de rien. Le titre n'est plus du tout triomphant. Il parle de régner sur le vide, sur l'absence. C'est une réflexion super puissante sur la nature du pouvoir et du néant. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le mot empereur lui-même a plusieurs couches. D'abord, il y a une référence à Hamlet de Shakespeare, où le vrai empereur, celui qui règne sur tout le monde, roi comme mendiant, c'est l'asticot. Et puis, dans le roman, il y a ces cochons empereurs. Leur nom, c'est une ironie terrible. Ils ne sont pas empereurs parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils sont destinés à nourrir l'empereur. Le pouvoir est complètement inversé. Et pour finir, revenons à la toute première phrase du livre. La chose la plus difficile au monde est de ne vivre qu'une seule fois. C'est génial, parce que Viong prend cette idée très moderne du YOLO, on le vit qu'une seule fois, et il la retourne comme un gant. Pour beaucoup, c'est un prétexte pour faire n'importe quoi. Pour lui, c'est tout l'inverse. Si on n'a qu'une seule vie, c'est une responsabilité immense. Ça veut dire qu'il faut la vivre avec attention, avec soin, en se sentant une obligation envers les autres. Et cette pensée, eh bien, elle nous laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est ça qui est beau.